Salut à tous, je suis Simon, le cofondateur et CPO de Script. Bienvenue dans ce 4e épisode de Product Backstage. Dans cette émission, on part à la rencontre des équipes produits. Et aujourd'hui, justement, on est chez Partout. On va aller discuter avec Anaïs pour comprendre comment ils ont mené un très gros projet dans leurs produits. Suivez-moi. Salut Anaïs. Hello Simon. Ça va? Oui. Merci de nous accueillir en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Commencer par te présenter peut-être. Oui, donc moi je suis Anaïs, je suis lead product à Partout depuis un peu plus d'1 an. Voilà, ça fait 9 ans maintenant que je suis dans le produit, du coup je suis passée par 118 210 le numéro, peut-être ça parle à certains. Ensuite seloger.com. J'ai fait aussi un peu le parcours entrepreneurial où j'ai tenté des choses Cool. En tant que vendeur, pour les commerçants. Voilà, donc du coup, j'ai rejoint Partout vraiment pour continuer à travailler auprès des commerçants et pour les commerçants. Ok, parce que justement, on est où alors ici? Exactement, voilà, donc on est à Partout. Ouais. C'est quoi Partout? C'est quoi le métier de Partout? Alors le métier de Partout, la mission, comme ça déjà c'est aussi plus clair, c'est vraiment d'aider les enseignes, donc commerçants ou enseignes, à être plus proches de leurs clients à eux, les clients finaux. Et donc pour ça, pour mieux comprendre, il y a 3 parties. Il y a la partie où on va aider les utilisateurs à être trouvés sur Internet, donc vraiment tout ce qui est lié à la visibilité, donc du référencement, quoi. Ensuite, la partie être choisi par les utilisateurs grâce en partie à tous les outils de e-réputation, faire en sorte d'avoir des bons avis et d'être vraiment le commerce dans lequel le client va. Et le dernier point, c'est en fait avoir plus de clients. Donc derrière là, ça peut être tout ce qui est lié à la fidélisation, mais aussi passer des commandes d'une nouvelle façon, commandes en ligne, le click and collect, etc. Donc pour les commerçants qui n'auraient pas forcément de présence en ligne et capacité à faire du commerce en ligne, vous pouvez aussi les accompagner là-dessus. Oui, exactement. Ok, top. Donc toi, tu es arrivé en septembre 2021, c'est ça, dans l'équipe produit ici. Justement, c'est quoi l'équipe produit de Partout? Comment vous êtes organisé? Combien vous êtes? Ouais. Du coup aussi, je peux dire qu'on a à peu près 400 dans la boîte, comme ça donne aussi une proportion par rapport à l'équipe produit. Parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe produit, on est 30, une trentaine. Donc il y a le product management, product design, data et QA. Et donc le CPO, c'est Savinien. Et l'équipe a vraiment grandi sur toute l'année 2022. Il y a à peu près, je crois il y a 18 personnes qui sont arrivées sur l'équipe. Sur les 30? Ouais, sur les 30, donc voilà, plus que doublé. Beaucoup de PM également. Et donc, dans le product management à proprement parler, du coup, c'est divisé en tribes. Et dans ces 4 tribes, il y a plusieurs impact teams. Voilà. Et donc, chaque impact team, ensuite, a le PM avec le lead dev et ses développeurs. Ok. Et un designer par impact team aussi? Ou c'est quoi le reste un peu des métiers dans ces équipes? Alors, non, c'est plutôt aujourd'hui, designer QA, ça va être par tribe. Donc, pour plusieurs impact teams. Donc, principalement pour 3 impact teams. 2-3 impact teams. Très clair. Toi, dans ce cadre-là et avec cette organisation-là, tu as pu travailler sur un projet là, que vous avez annoncé en début d'année autour de la gamification dans votre produit. Ça a été un grand chantier pour vous. Est-ce que ça te va si on part dans une salle de réunion et que tu puisses nous montrer un peu comment vous avez travaillé là-dessus et quel a été un peu le résultat final? Oui, avec plaisir. Allons-y. Donc je disais que chez Partout, tu as pu travailler sur un projet de gamification dans votre produit. L'idée serait peut-être qu'on puisse creuser un peu ce sujet et voir si on peut en tirer un peu des key learnings aussi, tu vois, pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux d'abord nous dire quel était l'objectif derrière ce projet, comment est-ce que ce projet est né et qu'est-ce que vous cherchiez à atteindre quand vous avez commencé à travailler là-dessus? Oui, bien sûr. Alors du coup, en fait, nous, les utilisateurs, quand ils viennent sur la plateforme, donc pour tout ce qui est la partie visibilité, l'idée c'est qu'ils puissent remplir le plus d'informations possible afin d'être le mieux diffusés et que ce soit le plus clair possible. Donc du coup, nous, la problématique qu'on avait, c'était comment faire en sorte que les utilisateurs soient engagés à remplir ces informations-là. On est vraiment parti de là. Donc l'idée, c'était qu'ils viennent
utiliser le produit le plus régulièrement possible et en plus qu'ils mettent à jour leurs infos et vraiment qu'ils produisent du contenu à l'intérieur de l'outil, quoi. C'est ça, il y a exactement cette notion de mise à jour parce qu'une fois qu'on a complété ces informations, eh bien, l'idée c'est de pouvoir venir au fur et à mesure de l'année, quand il y a des événements particuliers, donc pour les commerçants, venir les mettre à jour ces informations-là, venir rajouter des informations ou du contenu, par exemple multimédia comme des photos, les photos de la vitrine, les photos des produits, etc. pour essayer d'enrichir la vie de l'établissement. Ok. Et pour bien comprendre, parce que pour ceux qui, comme moi, ne travaillons pas dans votre industrie autour de la visibilité en ligne, le fait de mettre à jour régulièrement ces infos, ça a un impact sur son référencement et plus mes infos sont mises à jour régulièrement, mieux je vais être classé chez Google, par exemple, ou c'était avant tout pour vous un enjeu d'adoption de votre produit par vos clients sans que la mise à jour ait un impact sur leur activité à eux? Non, principalement c'est pour l'impact que ça a sur les différentes plateformes, donc Google et autres, parce que derrière vraiment c'est du référencement, donc plus les informations vont être mises à jour et réelles et confirmées par les utilisateurs aussi, par exemple les horaires, que les horaires soient vraiment justes, même lors des jours fériés, en fait ça va vraiment valider sur les plateformes, Google et autres, que l'établissement, il a une vraie vie. Il y a des gens qui viennent et en fait, il est fiable. Et les utilisateurs finaux, en fait, quand ils lisent l'information, c'est qu'elle est vraie, quoi. Voilà, c'est aussi cette confiance-là. Donc, en termes d'impact, principalement SEO. Ok, donc vraiment, ils ont un intérêt à mettre à jour régulièrement leurs infos. Donc, cette gamification, c'est une manière pour vous de les inciter à faire ça de manière plus ludique, quoi. Exactement, oui. Et on avait 2 cibles, peut-être pour préciser aussi que l'enjeu était différent parce qu'on a des enseignes qui, donc, elles vont au niveau du central, donc comme Carrefour, Leroy Merlin, etc., aussi piloter cette mise à jour d'informations. Soit donc parfois le piloter elle-même, soit après le déléguer au local, donc établissement par établissement. Donc voilà, c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont à faire ces actions côté client. Et ensuite, il y a tous les petits commerçants où là aussi, c'est une personne qui n'a pas forcément le temps de venir régulièrement sur sa plateforme pour mettre tout ça à jour. Donc voilà, il y a eu plusieurs cibles avec des besoins différents et des usages différents à essayer de toucher avec cette refonte et cette amélioration de l'expérience. Donc en tout cas, parce que là on a déjà commencé à parler de la solution que vous avez adoptée, qui est la gamification, mais le point de départ c'est on a besoin que nos utilisateurs viennent plus régulièrement mettre à jour leurs informations. Et donc j'imagine que quand vous faites ce constat-là, il y a plein de solutions possibles, il y a plein de manières possibles de les inciter à venir mettre à jour ces infos. Comment vous faites le choix après? Quelles sont un peu les différentes étapes par lesquelles vous passez pour arriver jusqu'à la solution que vous avez adoptée? Ouais, alors du coup, la première étape, et qui va prendre beaucoup de temps, c'est vraiment l'identification de tous les problèmes. Et donc, on va utiliser plusieurs moyens. Donc, on va faire pas mal d'ateliers aussi en interne. On va essayer de collecter tous les insights de la part de nos Customer Success sur le sujet. On va essayer de les prioriser, de les creuser. On va aussi analyser des sessions Hotjar qui filment en fait l'interface et où on essaye du coup de comprendre le comportement, ce qui a pu bloquer côté utilisateur sur cette page-là. Et donc, une fois qu'on a listé tous les problèmes, on va les prioriser. Parce que, il y en a une quinzaine, en gros, de problèmes sur ce sujet. Quand tu dis problème, c'est des éléments dans votre outil qui empêchaient ou n'incitaient pas les gens à venir régulièrement mettre leurs infos à jour, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est plutôt des problèmes identifiés côté utilisateur. D'accord. Par rapport à cette plateforme. D'accord. Donc, si je donne des exemples, ça va être, du coup, l'information, elle est pas assez claire. Il y a beaucoup d'informations et donc l'utilisateur se sent perdu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire en premier. Ça, c'était des types de problèmes. Ou bien il y a d'autres problèmes. Les utilisateurs, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc ça passe que sur mobile. Et comment on construit cette expérience-là? Aujourd'hui, elle n'était pas bien adaptée, etc. Voilà. Et donc, ce boulot d'identification de ces problèmes, c'est à la fois de l'analyse de données type recording de session, c'est des échanges avec dans des ateliers internes. Est-ce que vous faites aussi certaines interviews directement avec vos utilisateurs, les clients finaux, ou c'est vraiment la voix des utilisateurs internes ou des équipes Customer Success qui va alimenter ce process-là? Ouais, alors pour ce sujet, c'est vrai que on a fait les interviews dans un deuxième temps. Parce qu'en fait, déjà, le fait d'interroger en interne et de voir tous les insights sur ce sujet, il y avait énormément de problèmes identifiés. Donc en fait, sur la partie vraiment identification des problèmes, on avait assez de matière avec ce qu'on avait. Et ensuite, une fois
qu'on a priorisé, donc on a ressorti 3 grands problèmes, c'est là où on s'est dit, ok, on va peut-être creuser un problème en particulier avec un utilisateur, vérifier que c'est bien un des principaux problèmes, etc. Et donc là, on a fait quelques interviews. Ok, donc de 15 problèmes, vous arrivez à en choisir 3. Comment s'est faite ces priorisations du coup Là, on est passé par des ateliers en interne, vraiment où on a fait, alors avec plusieurs personnes, donc il y avait le design, il y avait le produit, il y avait plusieurs personnes au produit, il y avait aussi des customer success. Et l'idée c'était vraiment d'identifier de dire ok c'est plutôt celui-là, etc. Et de se mettre d'accord aussi parce qu'il fallait aligner tout le monde sur ok dans la solution, en tout cas le chemin qu'on allait prendre pour traiter ces problèmes. En fait, est-ce qu'on était ok de passer du temps sur ces 3 problèmes-là? Est-ce que c'était vraiment bien ceux-là qu'on voulait résoudre aussi? Il fallait se mettre d'accord aussi. Ok. Donc ça, grâce à des échanges pas mal en interne, parce que c'est vrai que vous avez des gens qui travaillent tous les jours au contact de vos clients, ça vous permet en fait, en échangeant directement avec les personnes qui sont dans la pièce d'à côté, vraiment de vous faire une opinion assez forte sur la priorisation finalement de toutes ces opportunités possibles de résolution de problèmes, quoi. Exactement. Et le produit visibilité chez Partout, c'est vraiment ce qui a... c'est le premier produit Partout, c'est comme ça que la boîte s'est lancée. Donc il y avait aussi tout un historique, ça fait plusieurs années que les clients remontent des problèmes aussi sur cette interface qui n'avait pas forcément évolué à travers le temps. Parce qu'après, c'est plutôt les produits autour se sont construits, etc. Et donc là, c'était aussi, on avait de l'historique de plusieurs années. Ok. Donc là, à ce stade, est-ce que vous avez uniquement, on va dire, les 3 problèmes bien identifiés, bien priorisés? Est-ce que vous commencez aussi à formuler des hypothèses sur comment vous allez résoudre ces problèmes? C'est quoi l'étape après, finalement, une fois que vous vous êtes mis d'accord sur les priorités? Oui, alors pour pouvoir commencer à imaginer des solutions, on a posé 2 hypothèses de travail qui, en fait, ils découlent aussi, ces hypothèses-là découlent de la mission de la tribe côté produit et découlent aussi ou en tout cas vont être utilisées pour le pitch de vente ou pour le pitch marketing. C'est-à-dire que ça va être un peu l'apport de valeur qu'on va vouloir donner à travers cette solution pour nos utilisateurs. Donc là, dans cet exemple-là, c'était le fait d'accompagner nos utilisateurs dans la complétion des informations et de rendre les pages vivantes. Parce que on est quand même sur une page où on doit remplir des champs assez statiques. Et l'idée, c'était de transformer cette dynamique pour apporter en fait à nos utilisateurs une page qui va évoluer à travers le temps. Sur laquelle, s'ils reviennent se connecter, dans le futur, il y aurait des changements. Ok, donc ça peut leur les inciter davantage à revenir parce qu'il y a de la vie en fait sur cet écran, quoi. Exactement. Mais ça, donc à ce stade, c'est intéressant là ce que tu dis parce que en gros, vous réfléchissez même en tant qu'équipe produit à quels bénéfices on pourrait présenter demain lorsque ça sera disponible dans le produit. Et c'est comme ça que vous réfléchissez, que vous formulez en fait des choses. C'est pas une longue spécification fonctionnelle ou j'en sais rien. C'est en quelques mots, en quelques phrases. Voilà le bénéfice que nos utilisateurs en tireront quand on aura mis ça à jour. C'est ça, exactement. Et c'est aussi pour pitcher l'idée et pour embarquer tout le monde en fait, de se dire on fait ça pour apporter telle valeur. Voilà, qu'on n'a pas aujourd'hui et qui va vraiment permettre de créer une relation, un peu plus de proximité avec nos utilisateurs. Je crois que c'est une des étapes dans Discovery Discipline aussi. Il y a une étape qui s'appelle Claim, où en fait assez tôt dans le projet, en fait, il faut imaginer un tweet qu'on pourrait écrire à propos de la fonctionnalité. Et en fait, c'est quelque chose que vous avez aussi un peu adopté, quoi. Exactement. Ok, super intéressant. Une fois que vous avez du coup ces 2 grandes hypothèses, ces 2 grands bénéfices là, concrètement, comment vous travaillez après pour imaginer la solution et vérifier si ces hypothèses elles sont justes et si c'est effectivement la direction dans laquelle il faut partir? Alors après, on commence vraiment la phase de prototype, de maquettage, quoi. Et donc là, on va rentrer dans vraiment plusieurs sessions d'itération sur cette page-là pour arriver à quelque chose qu'on est OK de présenter, quoi. Tu me disais, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu me disais que quand même
vous êtes revenu vers certains de vos clients à peu près à ce moment-là, quand même. Oui. C'est-à-dire, une fois que vous aviez un peu ces hypothèses en tête, même si le boulot en amont s'est beaucoup fait avec du retour interne ou de la data, vous êtes quand même revenu aussi à ce moment-là vers vos clients. Oui, exactement. Je crois que c'était à peu près la 2e ou 3e version Ok. de maquette qu'on a montré aux clients. Exactement. Okay. Parce que pour se projeter, c'est aussi plus facile pour eux d'avoir quelque chose de visuel, quoi. Ok. Tu peux nous montrer un peu les différentes étapes, justement, même visuelles, par lesquelles vous êtes passé pour qu'on comprenne un peu votre process et oui, complètement. comment vous fonctionnez. Alors peut-être que je peux vous montrer la page aujourd'hui pour comprendre aussi en fait les challenges qu'il y a eu sur cette page-là. Donc du coup, j'ai une petite vidéo. Voilà, donc ça c'est l'interface, c'est la page sur laquelle l'utilisateur va venir remplir ces différentes informations. Donc elle est assez longue et puis il y a aussi plusieurs onglets qui vont en fait expliquer les différents champs possibles que l'utilisateur peut remplir. Donc ça c'était l'existant et vous demandiez à vos clients de remplir tout ce qu'on voit là à l'écran et en plus de venir les mettre à jour régulièrement, quoi. Exactement, c'est ça? Okay. Exactement. Et voilà, là, on peut identifier que il n'y a pas de mise en avant des champs qui sont manquants, il n'y a pas de mise en avant des champs qu'il faut mettre à jour. C'est juste une interface avec des données assez statiques pour remplir. Okay. Et c'est à l'utilisateur de savoir un peu où il en est. Ok. Et donc, c'est un constat que vous avez fait grâce aux interviews en interne, grâce à l'observation des sessions où vous vous êtes dit, tiens, il y a des choses à côté desquelles il passe, ou il passe trop de temps sur telle partie. Exactement. Okay. Aussi, le fait d'analyser le fait que nos utilisateurs, ils ne venaient pas beaucoup sur ce produit-là, ils utilisaient plutôt le produit review, par exemple, pour répondre à leur review, plutôt que de venir sur les pages de business, en fait. Ok, très clair. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on a ça en tête, qu'on a un peu cette interface-là, on va pouvoir aller donc, dans le Figma et l'idée c'est que je puisse un peu détailler les différentes versions. Pourquoi aussi on a pris du temps pour ces différentes versions. Il y a vraiment, je dirais, la simplicité, la volonté de faire au plus simple une interface parce que du coup, nos clients, c'est du B2B, c'est des entreprises et donc le changement, il est perçu un peu différemment que quand c'est un particulier. Surtout qu'il y a aussi une phase de formation pour les utilisateurs, dire ok, on les accompagne. Donc il y a aussi nos Customer Success qui vont guider en disant voilà, vous pouvez faire ça, ça c'est nouveau. Lorsqu'il y a un changement, nous on accompagne vraiment nos clients aussi humainement sur cette partie-là. Ok, donc il faut vraiment que ce soit le plus simple possible. C'est un impératif que vous avez un peu dans vos guidelines produits, quoi. Exactement. Okay. Et c'est assez difficile pour nous de faire, par exemple, 2-3 gros changements rapprochés parce que ça demanderait aussi beaucoup de travail de formation. Ça perturberait trop vos utilisateurs. En fait. Exactement. Donc, c'est des choses qu'on va être amené à faire dans le futur parce qu'on va de plus en plus les habituer. Voilà. Mais il faut y aller progressivement. Ok. Et donc là, on va dans Figma, tu vas nous montrer les différentes itérations, mais est-ce que vous commencez directement dans Figma ou est-ce qu'il y a une phase un peu de wireframing avant où vous vous dites, en fait, voilà l'organisation globale qu'on aimerait avoir ou les blocs qu'on aimerait mettre en avant plus que d'autres? Est-ce que vous faites ça ailleurs avant? Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. En effet, du coup, avec le designer, en gros, on a posé les flows. Du coup, aujourd'hui, ça on a fait sur Whimsical, même aussi certainement dans les présentations après sur PowerPoint, juste pour présenter le flow avec des carrés, en disant qu'aujourd'hui on était sur 2 pages, une navigation sur 2 pages, on allait en introduire une 3e pour vraiment modifier le champ. Et en gros, c'est ce flow. Alors le flow en lui-même, il ne changeait pas beaucoup. Voilà. Après, ça a aussi fait émerger des idées pour la suite par rapport à la vision, de se dire, ok, on va peut-être travailler d'autres choses pour englober le parcours dans lequel on est aujourd'hui. Mais voilà, mais ça n'a pas été plus loin sur ce sujet-là parce qu'on parle quand même d'une page principalement. Ok, donc très vite, vous êtes parti vraiment dans le design via Figma. Exactement, ouais. C'est vrai que sur des sujets plus complexes, où en nos cas, il y a plusieurs étapes pour l'utilisateur de navigation, là, on va passer du temps dans Whimsical à bien détailler. Ok, ça marche. Et à faire des phases de validation sur Whimsical. Ok, donc ça, c'est la première version. Exactement.
Voilà, donc ça, par exemple, voilà, c'était une version où on retrouve tous les champs, on les retrouve d'une façon un peu orientée carte, et l'utilisateur va modifier. Donc, du coup, je vais vous passer les différentes versions, comme ça vous allez voir au fur et à mesure. Et pour comprendre finalement, qu'est-ce qui fait que vous vous dites on a besoin d'itérer, d'avoir plusieurs versions? Pourquoi la première, c'est pas celle que vous gardez? C'est quoi la réflexion à ce moment-là? Ouais, alors du coup, déjà, on a besoin de plusieurs versions pour pouvoir se dire vers où on veut aller. C'est-à-dire qu'au début, donc Mathias, il travaille sur plusieurs versions. C'est le designer? Oui, c'est Ok. le designer, voilà. Enfin, le lead designer. Il travaille sur plusieurs versions pour se dire vers où on veut aller. Enfin, voilà, tâter un peu. C'est les explorations. Exactement, quoi. Ok. exactement. Mais en fait, on voit que la structure globale, cette idée d'avoir des cartes plutôt qu'une navigation sur le haut, elle arrive assez rapidement, c'est juste qu'elle va être affinée dans lui après, parce que du coup dans l'équipe design, après ce travail avec Mathias, le travail il est passé côté UI, donc là voilà, on verra aussi les différences, mais voilà. Ok, donc il y a plusieurs versions, parce qu'en fait c'est plusieurs explorations différentes, avec, même si le concept de base arrive très tôt dans les itérations, vous l'avez quand même exploré, vous avez creusé cette partie-là. Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que la notion de gamification, on ne l'avait pas au début. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, dans ces versions-là, on ne voit pas du tout la notion de gamification. Ce qu'on voit, je zoome, c'est vraiment le fait de est-ce qu'on a complété ou pas le champ. Est-ce qu'il est en erreur ou est-ce qu'il est incomplet? Parce que c'était vraiment déjà la première idée de montrer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il devait faire. En gros, là où il y a du vert, il ne doit pas agir, c'est bon. Donc déjà, c'est de travailler ce premier code couleur. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc là on est sur la 3e ou 4e version et là on commence à se dire ok, peut-être qu'il y a des degrés de remplissage pour chaque champ. Donc là on fait des tests où on met un taux de complétion par champ. Donc la page elle est hyper chargée. C'est pas très simple de comprendre tout ça malgré le code couleur, etc. Donc on va tenter plusieurs versions, on va essayer de se dire peut-être ok, si on parle finalement d'un score global, est-ce que c'est pas plus lisible? Voilà, est-ce qu'il y en a un 3e? Et voilà, et là, là arrive la première version où on parle du score. Ok, donc on sent que petit à petit il y a une idée qui se dessine et vous tirez la ficelle un peu en fait. Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait on se dit... en fait, toujours avec cette idée de comment on peut rendre la page le plus simple possible. Donc, parler de 10 scores, c'est compliqué. Donc voilà, on a regroupé un. Et là, on arrive dans les essais, donc un peu plus UI, de comment on matérialise ce score-là, finalement. Donc, on va beaucoup travailler sur le haut de page. Donc là, voilà, avec le score ici, la photo et d'autres tests un peu différents. Voilà, et on commence aussi à se dire à ce moment-là, ok, ce score, il va changer de couleur, on va passer en fonction de, si on est à plus de 33%, on passe à une autre couleur, plus de 66%, on passe à une autre couleur. Et là, on commence aussi à mettre ces notions-là. Ok, cette vie un peu dans le produit dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Mais à ce stade, on est vraiment sur à quel point j'ai rempli ou pas les champs. Exactement. Mais il n'y a pas encore cette notion de gamification, en fait. Non. Okay. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, après, on s'est dit, mais ça a été aussi une réflexion là de l'équipe design, de se dire si on souhaite gamifier, donc avec des petits badges, etc., c'est quelque chose qu'on va pouvoir potentiellement retrouver dans l'app au global. Voilà, aujourd'hui, on ne l'a pas dans l'app au global, mais ça a été construit en se disant c'est possible d'avoir ensuite toute l'expérience. Ok, hyper clair. Voilà, donc rapidement, je passe sur là c'est par exemple les premiers badges qui ont été travaillés. Donc c'est un peu pour récompenser, tu es à 33%, on te récompense parce que t'es pas à 0, mais plus tu vas aller, plus ta récompense sera importante. Donc là on rentre vraiment dans comment j'incentive un peu mes utilisateurs à aller jusqu'au bout et aller chercher les plus gros scores. Exactement, et puis aussi les rendre curieux sur le fait de comment ça évolue, les couleurs qui changent, le badge qui change, les petits messages aussi qui vont changer. Donc c'est aussi éveiller l'utilisateur dans la complétion en fait de ces informations-là. Okay. Aussi des gros changements, c'est aussi important je trouve
de se dire que ce haut de page, il a été beaucoup travaillé parce que du coup, la problématique, c'était de montrer à nos utilisateurs quelles sont les informations qui restent à compléter, lesquelles sont en erreur. Parce que du coup, quand on va diffuser sur Google ou les autres plateformes, des fois, ça peut mal se passer et l'utilisateur doit faire une action. Et donc, du coup, on a essayé de faire... de travailler la simplicité. Donc là, on voit qu'on avait en fait un résumé de toutes les cartes qui étaient en dessous. Okay. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a essayé de simplifier encore. Du coup, on arrive sur finalement non, on parle pas on fait pas ce résumé-là en haut de page par type de champ, mais en fait, on parle globalement il y a 4 problèmes. Voilà, okay. Avec des comportements derrière au clic, ça va faire des actions. Aussi, on prépare, donc au fur et à mesure où on élabore ça, on pose aussi l'expérience de demain, c'est-à-dire demain, si l'utilisateur, on veut lui envoyer un message pour lui dire qu'il y a une erreur, si on veut hiérarchiser les informations pour dire c'est plus important de répondre à ça que de répondre à ça, ou de remplir ça, on aura pensé à ça. Donc c'est aussi pour ça que ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire lors de la V1, mais pour bien la construire, il faut avoir imaginé jusqu'à la V3, V4. En fait, vous avez défini tous les éléments, les codes graphiques, visuels, à la fois en termes de couleurs, mais aussi en termes d'éléments. On voit les jauges, par exemple, ce genre de trucs. Vous les avez définis dans ce cadre-là, mais ils vont pouvoir être réutilisables dans plein d'autres contextes. C'est ça, en fait, exactement, que tu me dis. Ouais. Et donc, ça a été par cette porte d'entrée il faut qu'ils viennent mettre à jour leurs infos plus régulièrement, finalement, vous avez conçu un système pour engager globalement vos utilisateurs, quoi. Exactement, okay. C'est ça. Okay. C'est vraiment le pari, c'est de se dire, en fait, en activant donc ces petits badges et ces animations qu'il y a autour de ces petits badges, eh bien, nos utilisateurs vont être plus à même de revenir sur nos pages. Okay. Et donc bénéfice pour nous, mais surtout pour eux, parce que derrière, comme on disait, c'est l'impact sur leur référencement. Ouais. C'est vraiment aussi la compréhension de toutes les informations, parce que comme il y a beaucoup d'informations, c'est aussi s'assurer que l'utilisateur a compris pourquoi cette information elle est importante, pourquoi il faut mettre plein de photos, alors que une autre information va être moins importante pour le référencement. Voilà, cette hiérarchie aussi des informations. Okay. Pour accompagner l'utilisateur. Ok, très clair. Voilà. Donc là, on est à la 6e version. Ouais, voilà. Et du coup, elle n'est pas très éloignée de la dernière version, mais c'était juste un petit peu plus propre. Où là, voilà, c'est cette interface-là qui a changé. Et où là, en fait, c'est celle-là qu'on a lancée en prod et c'est celle-là qu'on va tester. Voilà. Okay. Après, elle va certainement itérer dans le futur, mais on était en tout cas tous alignés là-dessus. Ok. Donc justement, ça c'est on voit que de votre côté, il y a eu beaucoup de travail en amont de réflexion, d'identification des problèmes, des hypothèses de solutions, plusieurs versions de design différentes. Donc là, on a vu celle que vous avez, sur laquelle vous êtes arrêté, sur laquelle vous êtes parti en production. Dans le premier épisode de Product Backstage, quand je discutais avec Alexandre chez eFounders, il me disait que eux, ils essaient de réduire au maximum cette partie-là pour partir en production le plus rapidement possible et après mesurer l'usage et comment est-ce qu'ils vont itérer. Comment est-ce que cette partie-là s'est passée pour vous, cette mise en production? Et puis justement, qu'est-ce que vous mesurez maintenant que c'est en production pour voir si les choix que vous aviez faits ici en design, en conception, sont les bons ou si vous avez toujours besoin d'itérer et de changer des choses? Oui, alors du coup, c'est vrai que là, pour cette stratégie de lancement, ou en tout cas de mise à jour, c'était en fait un peu différent, je pense, de ta discussion avec Alexandre, parce que là, on était sur le produit historique de partout, donc voilà, avec beaucoup d'usages, et on avait le temps d'itérer de notre côté pour finalement essayer de proposer la meilleure solution. Mais c'est vrai que des fois, en fonction des produits, en fonction des fonctionnalités, on va essayer d'aller parfois beaucoup plus vite dans cette phase d'itération design, vraiment quelques semaines, pour pouvoir mettre en production et là récolter les informations directement de la part de l'utilisateur en production. Mais là, comme je disais tout à l'heure, avec la formation nécessaire de notre côté pour les clients, pour bien qu'ils comprennent les changements et justement qu'ils s'approprient aussi cette nouvelle plateforme, l'idée, c'était de faire une première version sur laquelle on était vraiment tous très alignés, okay, avec beaucoup de confiance. Ok. Voilà, comme vous êtes sur un produit un peu historique et comme tu le disais tout à l'heure, avec des types de clients qu'il faut accompagner dans le changement, vous préférez prendre plus de temps sur la conception, le design, etc. pour être davantage sûr et convaincu, on va dire, de la solution que vous mettez en production, mais sur certains autres produits que vous pouvez avoir,
là, vous pouvez raccourcir ce délai et partir beaucoup plus vite en prod, quoi. Exactement. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews utilisateurs. Voilà, vraiment avec les maquettes finalisées pour l'utilisateur, c'était presque en production. Il pouvait naviguer dans la page, etc. Pour récolter les feedbacks juste avant le lancement, voir un peu comment les utilisateurs aussi avaient besoin d'être informés du changement pour préparer aussi tout ce plan de formation. Et ensuite, donc là, après le lancement, on va faire d'autres interviews utilisateurs, donc soit avec les mêmes personnes, soit d'autres personnes également, pour là ajuster et faire de l'itération après continue en fil rouge sur cette page. Et donc du coup, ce qu'on va traquer, donc nous, le plus important, c'est vraiment le fait que nos utilisateurs vont plus compléter leur fiche, donc vont essayer d'atteindre le 100% de complétion. Donc ça, c'est le KPI principal. Et ensuite, en dessous, pour comprendre l'usage et la navigation à l'intérieur de cette page, on va vraiment traquer si les utilisateurs ils comprennent que ce code couleur, le orange, montre à un utilisateur qu'il y a un problème, qu'il faut qu'il clique dessus pour modifier, corriger, s'ils vont jusqu'au bout, s'ils arrivent à corriger aussi le problème. Et donc ça va être un deuxième KPI qu'on va vraiment suivre pour se dire est-ce que ce pari qu'on a fait de couleur, il est intéressant. Et sur la gamification, ça va être plus à travers le quali, lors des interviews, de voir un peu comment les utilisateurs comprennent ces changements de niveau, qu'est-ce qu'ils en pensent. Les badges que tu montrais tout à l'heure. Les badges, ouais. Exactement. Et oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas montré la petite animation quand on change de niveau. Il y a une petite animation avec des paillettes qui dit bravo, vous avez monté un niveau, continuez comme ça. Le wording aussi s'adapte sur la page. Bref, voilà, ça c'est les petits product delight autour. Mais ce qu'on a trouvé très intéressant aussi lors des échanges avec les clients, c'est que certains clients nous disaient que eux, pour motiver les commerçants, les dirigeants d'enseigne, à aller compléter, alors eux, ils ne faisaient pas forcément sur la complétion, mais pour être engagés, ils le faisaient sur les avis. Donc en gros, par exemple, le directeur marketing allait mettre en place des sortes de récompenses en disant ok, là l'idée c'est que vous atteigniez 50% de réponses à vos avis en moins de 5 heures, ou je ne sais pas trop les chiffres, mais en tout cas, en gros, ce système de gamification de challenge un peu. De challenge en fait en local, géré donc par le directeur marketing par exemple, ou la personne qui s'occupe du digital dans les enseignes, existait déjà. Pas pour ce produit-là, pour un autre produit. Mais alors nous, il n'existe pas sur partout, on ne l'a pas sur les reviews. Mais en tout cas, ça confortait l'idée que, en termes de concept, on se rapprochait de ce que pouvaient faire nos clients de façon naturelle chez eux, sans utiliser partout. Donc potentiellement, ça vous ouvre la porte à dupliquer ce système-là que vous avez mis dans ce produit à d'autres parties de votre offre, en fait. Oui, complètement. Oui. Ok, cool. Écoute, c'était hyper clair. Merci d'avoir partagé tout ça, d'être allé vraiment dans le détail de vos différentes itérations. Si on devait faire un peu des key learnings, tu vois, toutes les personnes qui nous regardent là et qui pourraient être un peu en train de travailler sur un projet similaire pour engager davantage leurs utilisateurs et qui se posent des questions, c'est quoi les quelques key learnings qu'on pourrait leur partager là? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir absolument de notre discussion aujourd'hui? Oui, alors déjà, je pense que vraiment faire la liste de tous les problèmes et les prioriser, vraiment de prendre le temps de valider les 2-3 problèmes sur lesquels on va partir pour pouvoir chercher des solutions. Et suite à ça, définir qu'est-ce qui va être la valeur qu'on va apporter à l'utilisateur en essayant de répondre à ces problèmes. Ça, c'est les bénéfices dont on parlait tout à l'heure. Oui. Très tôt, en fait, pour toi, c'est vraiment un élément qu'il faut retenir, c'est de se poser ces questions-là très tôt. Exactement. Et de les définir et de s'assurer aussi que, on est tous alignés avec ça, au niveau de la boîte, pour fédérer les gens, pour engager les équipes aussi. Parce que, après, quand on parle du projet, ça fédère. Et la deuxième partie, c'est de définir le temps qu'on se donne pour cette discovery design, ou en tout cas ces itérations sur maquette. Est-ce qu'on a quelques semaines? Est-ce qu'on a quelques mois? Ça, c'est aussi important. Parce qu'on peut sinon vite se dire 6 mois plus tard, on y est toujours, alors qu'on aurait voulu le faire en 1 mois. Et tu as 80 versions différentes dans le Figma. Exactement. Exactement. Donc si c'est un choix, c'est bien. Ça a été dit, on a le temps, etc. Mais ça, c'est aussi un truc qu'on a appris pour nos autres sujets. À dire c'est vraiment important d'avoir cette deadline, en tout cas se fixer un objectif temps. Ça, c'est
les key learnings, ce que tu en as retenu et ce que les gens qui nous regardent peuvent retenir aussi, mais est-ce que tu aurais des conseils pour qu'un tel projet soit un succès aussi? Ça rejoint un peu la question d'avant, tu vois, mais vraiment, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous regardent? Ouais, je pense que... En fait, il y a deux choses, c'est-à-dire, moi je vois vraiment le fait que quand il y a un projet d'ampleur comme ça, il faut vraiment que tout le monde dans la boîte soit OK, vraiment s'engage aussi derrière nous sur ce projet-là. Donc ça, c'est aussi nos compétences au produit, hein, de réussir à fédérer, à convaincre. Voilà, ça c'est quand même super important parce que c'est un projet qui va durer quand même plusieurs mois. Et la deuxième chose, ça va être vraiment côté utilisateur. On a toujours ce doute de dire « Oh, et si on fait quelque chose qui finalement ça ne marche pas côté utilisateur ?» Donc bon, c'est peut-être un peu plus bateau, mais c'est vraiment tout au long de la période du projet, échanger avec les utilisateurs. Voilà, donc ça peut être fait de façon directe, vraiment lors d'une interview par exemple, mais indirect parce que ne serait-ce que regarder des sessions Hotjar, mais continuer de le faire même alors qu'on est en phase d'itération design, en fait on reste connecté avec la réalité. Voilà. Donc voilà, ça peut être de ces deux façons-là, pour rester connecté avec ce qui se passe vraiment, même si nous on part dans les sujets du futur. Voilà. Ok, c'est hyper clair. Un grand merci pour toutes ces infos. Merci pour ton accueil aussi. J'ai juste une dernière question. Qui est-ce que tu me conseillerais d'aller voir là, pour un prochain épisode de Product Backstage? Qui est-ce que pour toi a vraiment des choses à raconter ou qui est-ce que tu aimerais découvrir peut-être, tu vois, dans un prochain épisode? Ouais, du coup, je pensais à deux personnes. Du coup, il y a Paul chez Snapcall qui est au produit. Et la solution de Snapcall, c'est une solution de vidéo, en fait, pour tout ce qui va être support client, mais pas que. C'est vraiment transformer le conversationnel aujourd'hui textuel en vidéo. Donc, je pense que ça a des beaux challenges. Et puis, c'est aussi en partie lié plus ou moins aux commerçants et à l'expérience sur ce secteur, voilà. Après, je pense aussi, il y a Arthur chez Javelot qui est un logiciel RH qui, lui, toujours au produit, qui a des problématiques, parce qu'on échange souvent ensemble sur des problématiques produits, de structure d'équipe, de projet aussi. Donc, ça pourrait être hyper intéressant qu'il donne plus de détails sur ces sujets. Eh bien, écoute, je les contacterai. Encore un immense merci pour tout ce contenu et ton accueil. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci, Simon.